Curieusement, quand on se réfère à la croissance, on parle presque toujours de croissance économique. C'est là une forme de préjugé. Nous avons oublié que la croissance est intrinsèquement économique. Elle est économique au sens de rentable, parce qu'elle nous rapporte davantage qu'elle nous coûte. Pourtant, aujourd'hui, son coût pourrait bien être supérieur à ses bénéfices. Les problèmes environnementaux et sociaux liés à nos activités semblent augmenter beaucoup plus rapidement que les profits que nous en tirons. Il existe des quantités de preuves, mais les économistes éludent le sujet. À l'époque où on a créé la notion de PIB, le monde était vide. On pouvait raisonnablement penser que les bénéfices de production étaient supérieurs aux coûts d'exploitation des systèmes naturels. Parce que la nature était surabondante et que le monde était vide de population et de biens de consommation. Cela a complètement changé. Aujourd'hui, le monde déborde de population et d'objets, alors qu'il se vide de plus en plus de ses ressources naturelles. Nous sommes donc entrés dans une phase où la croissance devient non économique. Le coût de la croissance est supérieur à ses bénéfices. En fin de compte, la croissance nous appauvrit au lieu de nous enrichir. Nous ne résoudrons pas les problèmes de pauvreté en maintenant ce modèle économique. Nous ne ferons que les exacerber. Rompre avec l'actuelle économie de croissance est une mesure particulièrement radicale. Cela signifie que nous devons opter pour une économie différente, une économie non croissante. C'est ce que nous avons appelé un état stable de l'économie, en lien avec John Stuart Mill et d'autres économistes qui parlaient d'état stationnaire. Dans ce modèle, l'économie est au régime. Elle puise des matériaux et de l'énergie dans l'environnement, mais en quantité limitée. Elle génère des déchets et les rejette dans l'environnement, également en quantité limitée. Il s'agit donc de vivre au régime, de tenir un budget écologique dans lequel nous exploitons l'écosystème en respectant ses taux de régénération, et nous émettons des déchets dans l'écosystème à des taux qu'il peut assimiler. C'est cette évolution-là, préconisée par l'économie écologique, qui doit avoir lieu. Impérativement. La croissance n'est plus viable. Pendant les 73 années de ma vie, la population mondiale a plus que triplé. Mais ce n'est pas tout. La quantité d'automobiles, d'animaux d'élevage, d'habitations, de téléphones mobiles, la quantité de tous les biens de consommation a largement plus que triplé. Je crains fort que nous ayons dépassé le niveau soutenable de l'activité humaine à l'échelle de l'écosystème global. Il existe de nombreuses preuves en ce sens, la plus flagrante étant le dérèglement climatique. Mais il y a aussi la question de l'eau et de la surpopulation, entre autres. Nous devrons très probablement passer par une période de réduction, de diminution de l'ampleur de notre économie pour parvenir à un état stable. Que faire pour combattre la pauvreté si la croissance économique, notre solution miracle du passé, est devenue non économique? J'ai bien peur que nous ne soyons confrontés à des situations délicates. Tout d'abord, comme nous ne pourrons pas éliminer la pauvreté par la croissance, nous devrons recourir à la redistribution et au contrôle démographique, ou à une forme de limitation de la population. Si nous avons besoin de réparer l'environnement, nous devrons investir dans la reconstruction environnementale, en réduisant notre consommation, temporairement du moins.
Ces trois aspects-là sont tabous dans notre société. L'opinion publique ne veut pas entendre parler de contrôle démographique, ni de redistribution, ni de limite à la consommation. Pourtant, ce sont bien ces questions-là que nous devrons aborder si nous voulons rompre avec la croissance pour atteindre un état stable de l'économie. Et il me semble que c'est à la redistribution que la priorité doit être donnée. Pourquoi les économistes sont-ils tous favorables à la croissance? Historiquement, cela n'a pas toujours été le cas. Les économistes classiques ne voyaient pas la croissance comme un processus qui durerait éternellement. Même Adam Smith, David Ricardo et surtout John Stuart Mill, c'est lui qui a estimé que l'économie allait évoluer vers un état stationnaire. Les autres économistes classiques partageaient cette vision, mais à contre-cœur. Dommage, ce ne sera pas très gai. Mais Mill, lui, voyait le bon côté des choses. Au lieu de passer notre temps à chasser le dollar, on profitera un peu plus de la vie. Au lieu de labourer le moindre coin de verdure, on profitera de la nature. Et ça remonte à 2 siècles à peine. C'est quelque chose que les étudiants en économie n'apprennent plus vraiment. Où est-ce qu'on apprenait ça? Où lisait-on John Stuart Mill? En cours d'histoire de la pensée économique. Mais cette matière-là ne fait plus partie du cursus. On ne l'étudie plus. En plus, les économistes modernes ont une attitude teintée d'arrogance. Pourquoi étudier les erreurs du passé alors que nous connaissons maintenant la vérité? Mais pas du tout. Ils ne connaissent pas la vérité. Et il ferait bien d'étudier un peu plus la pensée des siècles passés. Ils découvriraient alors qu'il existe bien des controverses et des restrictions, et que les économistes n'ont pas toujours été gagnés par cet engouement pour la croissance. Face à tous ces hymnes à la gloire de la croissance chantés à l'unisson par les leaders de notre pays, il est très difficile pour un individu de penser par lui-même et de dire « Un petit instant, c'est de la folie, non? On vit sur une planète finie. La population mondiale atteint déjà les 7 milliards. On est à court de... C'est dingue. » L'individu doit faire preuve d'une certaine liberté d'esprit et redoubler d'efforts, rien que pour résister, pour ne pas être balayé par tous ces prétendus leaders. Le conseil que je donnerai à chacun, c'est de penser par soi-même et de poser des questions embarrassantes aux économistes. Par exemple, quand un économiste encourage la croissance, il faudrait lui dire « Un petit instant, professeur, qui dit croissance dit taille de plus en plus grande, n'est-ce pas? De quelle taille doit être l'économie? Quelle est sa taille actuelle? À votre avis, quelle taille peut-elle atteindre? » Ce genre de questions toutes simples nous ferait grandement avancer. Mais il faut une certaine liberté de pensée pour être capable de défier les universitaires et oser leur dire « Un petit instant,